la rencontre du G7 en Allemagne, suivie de la France et de tous les autres pays. Ça a été un combat difficile, mais un combat qui a abouti. Et c'est la preuve que si la communauté internationale veut bouger, elle peut bouger. Donc les réformes sont possibles s'il y a la volonté politique. Et tout le monde ne cesse de dire que les institutions de Bretton Woods, créées en 1944-1945, bientôt 80 ans, ne sont plus représentatives du monde d'aujourd'hui. Tout le monde est d'accord là-dessus. Parce que ceux qui ont défini les règles les ont définies en fonction de ceux qui étaient autour de la table. Aujourd'hui, plus de 2/3 des pays sont autour de la table et n'ont pas accès à la voix, n'ont pas accès au pouvoir de décision. Et tout ce qu'on dit ici, après chaque sommet, on nous renvoie devant les décisions du board du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Et nous sommes face à des procédures immuables, vexatoires vis-à-vis de nos États, où ce sont les mêmes règles qui s'appliquent. Alors, je pense qu'il est temps pour nous tous de prôner non pas une révolution, mais une évolution nécessaire. Et je ne pense pas que pour nous, l'Afrique, le débat soit entre les BRICS et les G7. Ce n'est pas ce combat qui nous intéresse, parce que ce n'est pas ça qui va apporter les solutions. Le vrai combat, c'est la réforme des institutions de Bretton Woods et la réforme du Conseil de sécurité. Après, le BRICS peut se développer, après le G7 peut se développer, mais nous voulons notre juste place. Et quand on parle des droits de tirage spéciaux, justement, c'est la base même qui est fausse. Comment se fait-il que toute l'Afrique se retrouve avec 34 milliards de dollars sur un tirage de 650 milliards? Sur quelle base? Sur quelle base? Voilà le fondement de l'injustice. Même si nous demandons la réallocation, ça fait 2 ans que nous courons derrière. Rien n'a été fait sur la réallocation. Je félicite le fonds qui, très tôt dans la Covid, a quand même tout de suite sorti les droits de tirage. Salut Kristalina pour cette réaction. Mais depuis lors, il ne s'est pas passé grand-chose. Et pourquoi toute l'Afrique n'a que 34 milliards sur les 650? C'est sur la base de quel calcul? Sur la base de quoi? Des droits qui ont été octroyés lors de la création des institutions de Bretton Woods. Est-ce que c'est cela qui doit aujourd'hui gouverner notre monde? Nous pensons que non. Donc, au lieu d'opposer les BRICS au G7, il faut qu'ensemble, G7, G20, BRICS, pays en développement, que nous acceptions cette réforme qui ne peut plus attendre. Donc, l'architecture financière mondiale qui a été évoquée à Paris, je salue les conclusions, mais mettons-les ensemble, mettons-les en œuvre aujourd'hui. Si nous ne les mettons pas en œuvre, évidemment, ce qui va arriver, c'est cette illusion que tous les pays en développement vont converger vers les BRICS pour créer un contrepoids. Mais cela ne réglera pas la question, parce que le monde, il a une architecture qui le fait fonctionner. Et je pense qu'il est temps que les pays du G7 prennent conscience qu'ils doivent faire les évolutions nécessaires. Sans quoi on va vers cette fracture inévitable. Lorsqu'on parle de la dette, moi j'aimerais bien qu'on en discute. Quelles sont les causes du surendettement? Si vous prenez la réalité des choses, je prends les règles de l'OCDE, ce sont des règles connues. Nous nous battons depuis pour alléger ces règles, pour avoir accès à plus de volume de financement, pour allonger davantage la durée des crédits, qui sont autour de 10 ans maximum, avec des primes d'assurance qui frisent les 15%, 18%. Et ces primes d'assurance sont fixées sur quelle base? Sur la base d'une perception de risque définie par des agences de notation qui notent les pays comme ça, parce qu'il y a des coups d'État en Afrique, donc toute l'Afrique, c'est une zone de non-droit, c'est une zone dangereuse. Mais l'Afrique, on oublie, c'est un continent. L'Afrique, c'est 54 pays. Qu'il y en ait 4 ou 5 qui ont des problèmes, mais c'est une bonne moyenne. Plutôt une bonne moyenne. Ça veut dire que plus de 90% des pays africains ne sont pas concernés par cette crise. Pourtant, ils payent le prix fort sur la fausse perception qui fait que nous devons payer et upfront, quand nous prenons des crédits, 12%, 14% pour le cas du Sénégal. Et vous le payez en avance. La banque prélève d'abord. Voilà la cause du surendettement. Voilà la raison pour laquelle il est impossible pour les pays en développement de s'en sortir, quelle que soit la volonté des dirigeants, quel que soit leur engagement, quelle que soit la volonté des peuples. C'est le système qu'il faut moderniser, qu'il faut changer. C'est le système qui est injuste. Donc sans cette modification,
bien sûr, nous allons encore longtemps, comme l'a dit le président argentin, continuer à parler et nous serons toujours les uns face aux autres. Voilà, moi je voudrais m'en arrêter là et simplement souhaiter, pour un autre sujet important, la question des congés fiscaux. Les congés fiscaux sont l'autre injustice que subissent les pays en développement, puisque dans les secteurs importants que sont le secteur extractif, dans le secteur du pétrole, du gaz, des mines, des législations ont été conçues, imposées aux États pour soi-disant promouvoir l'investissement privé. Et dans toutes ces réglementations, c'est le congé fiscal, holiday tax. C'est-à-dire les gens vont rester 30 ans chez vous, pendant 30 ans, ils ne paieront pas d'impôts, puisque chaque fois, non, on a investi ceci, les calculs sont cela. Et donc, la richesse, elle est créée, elle ne paye pas de l'impôt là où elle est créée, et on nous fait comprendre qu'il faut la stabilité des contrats. Si un État s'aventure à modifier les règles, ce sont les institutions multinationales, avec le système d'arbitrage, qui va plomber le pays, le sanctionner. Voilà la réalité que les États vivent au quotidien. Injustice, injustice tout à fait exceptionnelle. Et pour terminer, dernière injustice, c'est l'injustice climatique. Tout le monde sait que nous polluons pour moins de 4%. Et nous vivons les conséquences les plus dramatiques des effets des changements climatiques. Aujourd'hui, nous sommes obligés de nous endetter au prix fort pour lutter contre les changements climatiques, pour avoir des solutions, des projets sobres en carbone. C'est en nous endettant à des taux commerciaux que nous y arrivons. Pendant ce temps, tous les efforts, tous les engagements depuis le sommet de Paris sont restés vains. Bon, certains amis me diront non, on va cette année atteindre les 100 milliards. Mais ça fait 7 ans qu'on devait les atteindre, ces 100 milliards de dollars par an. Donc, il y a vraiment une nécessité absolue d'une plus grande solidarité dans le monde. Pour changer notre monde, il est possible de changer notre monde. Je reste convaincu qu'avec la volonté des uns et des autres, nous pourrons y arriver. Je vous remercie de votre aimable attention.